À l'autre bout du monde, au large de la pointe sud de l'Australie, s'étend une île singulière et nimbée de mystères. Une île où la nature est restée reine. Entre montagnes arides et dégarnies et forêts primaires humides. L'eau des rivières y est froide et claire. La côte sauvage est d'une beauté impétueuse. Cette île est devenue le sanctuaire de nombreux animaux et végétaux uniques au monde. Et leur comportement est parfois aussi curieux que leur allure. C'est le pays des diables noirs et des wallabies blancs, où les aurores australes animent la nuit et où les arbres s'élancent à près de 100 mètres de hauteur. Bienvenue en Tasmanie, une île aussi étrange que fascinante. La Tasmanie est un État australien, le plus petit du pays. Mais c'est surtout un monde à part, qui n'en finit jamais de surprendre. Autrefois reliée à l'Australie, la Tasmanie est aujourd'hui isolée par un détroit. Et même si sa grande sœur n'est pas loin, son caractère insulaire et la fraîcheur de son climat en font un refuge unique pour la faune et la flore. Ici, les saisons sont très marquées et les animaux qui peuplent l'île ont dû apprendre à s'en accommoder. En Tasmanie, l'hiver est une épreuve de force. Quand la neige recouvre les montagnes de l'île, la nourriture se fait rare. Et plus on descend vers le sud, plus le climat se refroidit, car le prochain continent est l'Antarctique. Venus du sud, les vents glacés de l'hiver apportent d'importantes chutes de neige. Les wombats et les ornithorynques peuplent aussi l'Australie. Mais leurs cousins tasmaniens ont pris des habitudes différentes. Sur la grande terre australienne, les wombats sont essentiellement nocturnes. Ici, ils sortent même en plein jour. L'épaisse fourrure de cette femelle la protège du froid, pendant qu'elle creuse patiemment la neige pour trouver quelques brins d'herbe. L'hiver tasmanien peut être long et rude. Même au creux des vallées protégées par la forêt, le froid est mordant. Les premiers colons européens étaient terrorisés par des cris stridents qu'ils entendaient la nuit et qu'ils attribuaient au diable.
C'est de là que l'animal emblématique de l'île tire son nom. Le diable de Tasmanie. Il se nourrit principalement de charognes qu'il repère à 1 km à la ronde. Proportionnellement à sa taille, le diable de Tasmanie est le mammifère aux mâchoires les plus puissantes. Il n'a aucune difficulté à briser des os. Autrefois, il était également présent sur le continent australien. Mais lorsque le climat est devenu plus sec et que l'homme est arrivé, l'espèce s'y est éteinte. Aujourd'hui, il vit exclusivement en Tasmanie. Et comme beaucoup d'animaux de l'île, c'est un marsupial. Il ressemble à un chien de petite taille, mais en réalité, il est apparenté au kangourou. Comme tous les marsupiaux, ces petits grandissent dans une poche. Il y a quelques semaines, cette femelle a donné naissance à 40 petits, pas plus gros qu'un grain de riz. Mais la poche ventrale n'a que 4 mamelles. Seuls 4 petits de la portée pourront donc survivre. Les diables de Tasmanie doivent batailler dès leur naissance. Après cette lutte fratricide, les 4 survivants pourront compter sur la protection de leur mère. Des difficultés que leur mère a aussi surmontées, qui les préparent à la vie d'adulte et à ses conflits incessants. Les nombreux marsupiaux qui peuplent la Tasmanie l'ont colonisée à l'époque où elle était encore reliée au reste de l'Océanie. L'île s'est ensuite séparée du continent il y a environ 12 000 ans, quand la fin de la dernière ère glaciaire a provoqué une montée des eaux. Explorer la Tasmanie équivaut parfois à remonter le temps. Ces forêts primaires semblent dater de l'époque des dinosaures, quand les masses terrestres de l'hémisphère sud ne formaient qu'un seul supercontinent, le Gondwana. Aujourd'hui encore, la Tasmanie cache un descendant direct de ceux qui peuplaient jadis ce supercontinent. Cet animal d'eau douce est l'un des plus vieux habitants de l'île. L'écrevisse géante de Tasmanie. Ce titan, qui peut peser jusqu'à 5 kg et mesurer 1 mètre de long, est le plus grand invertébré d'eau douce au monde. Il peut vivre jusqu'à 40 ans. Son gigantisme s'explique peut-être par l'isolement de l'île et l'absence de grands prédateurs. Pour autant, ces écrevisses ne sont pas à l'abri de tout danger. Car les ornithorynques de Tasmanie, eux aussi, sont énormes. Jusqu'à 3 fois plus gros que leurs cousins australiens. Ils se sont adaptés au climat plus tempéré de l'île. Ce mâle imposant fouille le sol à la recherche de vers et de jeunes écrevisses.
Pour maintenir sa température corporelle constante, il doit beaucoup manger. Et il est sans cesse en mouvement. Sans prédateurs, les ornithorynques de Tasmanie sont devenus bien moins craintifs. Il n'y a que sur cette île qu'ils sortent en plein jour, se dandinant d'une rivière à l'autre. Quand ils ont découvert l'ornithorynque, bon nombre de naturalistes européens ont cru à un canular. Pourtant, sa drôle d'allure prend tout son sens quand on connaît son mode de vie. Quand il plonge, l'ornithorynque est dans son élément. Ses pattes palmées l'aident à se propulser. Et sa fourrure, comme celle d'une loutre, lui tient chaud dans l'eau froide. Sa queue plate, semblable à celle d'un castor, lui sert de gouvernail et de réserve de graisse. Mais son signe distinctif, c'est son bec de canard, avec lequel il cherche sa nourriture. Sous l'eau, l'ornithorynque est sourd et aveugle. Difficile dans ces conditions d'éviter certains obstacles. Des électrorécepteurs sur son bec l'aident néanmoins à localiser ses proies, en détectant leurs moindres contractions musculaires. L'ornithorynque est un chasseur infatigable, actif jusqu'à 12 heures par jour. On les rencontre aussi dans l'est de l'Australie, mais ceux de Tasmanie sont les plus grands et les plus intrépides de tous. Un trait de caractère qu'ils doivent à leur vie insulaire. « 240 km séparent l'Australie de la Tasmanie. Entre les deux, un détroit aux eaux tumultueuses qui relie l'océan Pacifique et l'océan Indien. Depuis la côte ouest, l'océan Indien s'étend sur des milliers de kilomètres, jusqu'à l'Amérique du Sud. Et plus au sud, c'est l'Antarctique. Vers la fin de l'hiver, le littoral sud de l'île est colonisé par de petits oiseaux venus y nicher. Des manchots. À l'abri entre les rochers, la mère veille sur ses deux poussins à peine éclos. Ils ont faim, mais elle n'a rien pour les nourrir. Elle doit attendre le retour de son partenaire, parti à l'aube. Le papa manchot est allé pêcher en pleine mer. Il ne sortira de l'eau qu'à la tombée de la nuit. En journée, les mouettes et les rapaces patrouillent sur la côte. Pour les éviter, mieux vaut attendre l'obscurité. Surtout quand on est aussi petit. Les manchots pygmées, hauts de 30 cm, sont les plus petits au monde. Ils établissent leur nid à plusieurs centaines de mètres de la côte. Un long chemin pour leurs petites pattes, et dans le noir de surcroît.
À plusieurs, on se sent plus fort. À l'approche de la colonie, les centaines de mâles de retour annoncent leur arrivée en fanfare. C'est le chant du printemps sur la côte de Tasmanie. Les jeunes poussins ont enfin droit à leur tout premier dîner. La présence des manchots rappelle que le continent voisin est l'Antarctique. Ils ne sont pas les seuls messagers du printemps. Leur arrivée coïncide avec celle d'un temps instable. Les vents d'ouest dominants sont souvent porteurs de pluie. Les montagnes retiennent les nuages sur la partie occidentale de l'île. L'île a donc deux visages, une moitié ouest plus humide et une moitié est plus sèche. Certaines zones de l'ouest reçoivent plus d'eau que n'importe quel autre endroit en Australie. Il y pleut quasiment chaque jour. Toute cette humidité est à l'origine d'un spectacle féerique et macabre à la fois. Les insectes pris dans ces fils gluants sont voués à la mort. Il faut attendre la nuit pour comprendre ce qui les a attrapés. Ces milliers d'étoiles sont en réalité des larves de la mouche titoï. Une réaction biochimique dans leur postérieur produit de la lumière. Elles peuvent l'allumer ou l'éteindre à leur guise. Les larves sécrètent des filaments gluants qui pendent du plafond de la grotte. Attirés par la lumière, les insectes sont capturés, puis dévorés. Chaque fil se compose presque uniquement d'eau. L'ouest humide de la Tasmanie offre donc des conditions de vie idéales pour ces petites larves. Les pluies abondantes profitent aussi à l'un des plus grands organismes vivants de notre planète. L'eucalyptus géant. Connus pour leur croissance rapide, ces arbres sont originaires du sud-est de l'Australie, une région aride.
Mais il n'y a qu'en Tasmanie qu'ils atteignent des hauteurs aussi vertigineuses. Leur particularité? Ils aiment pousser dans un milieu frais et humide. Mais ils ont besoin du feu pour se reproduire. Les graines de l'eucalyptus géant sont enfermées dans de petites capsules. Après un feu de forêt, les capsules libèrent les graines, qui vont rapidement germer dans le tapis de cendres. Sans arbre compétiteur pour leur faire de l'ombre, les jeunes eucalyptus poussent facilement. Dans une région sèche où les feux de forêt sont fréquents comme en Australie, c'est une stratégie gagnante. Mais qu'en est-il dans les forêts humides de Tasmanie? Ici, les jeunes eucalyptus géants poussent de plusieurs mètres par an. Seule la sécheresse ou un incendie peut les arrêter. Mais il pleut tous les jours. Et c'est justement la raison de leur gigantisme. Dans l'ouest tasmanien baigné de pluie, les feux de forêt sont si rares que les eucalyptus poussent sans fin, pendant des siècles. Les arbres de cette vallée ont tous germé au même moment, après un incendie dévastateur il y a 400 ans. Aujourd'hui, ils atteignent presque 100 mètres de hauteur. Un record qui vaut aux eucalyptus géants de Tasmanie le titre de plus haut feuillu du monde. Les perturbations venues de l'ouest apportent plusieurs mètres de pluie par an et par mètre carré. Il pleut toute l'année en Tasmanie, mais l'hiver et le printemps sont les saisons les plus humides, et donc celles des cascades. Pour survivre ici, il ne faut craindre ni les pluies torrentielles, ni les températures glaciales. Cela explique aussi la singularité des animaux de Tasmanie. Difficile de le deviner en le voyant, mais cet animal est un proche parent de l'ornithorynque. L'échidné, très répandu en Australie. À la différence des échidnés australiens, hérissés de nombreux piquants, la version tasmanienne se distingue par une fourrure plus épaisse qui le protège du froid. C'est au printemps qu'il trouve en abondance sa nourriture préférée, des fourmis. Seul problème, les petits insectes se glissent facilement dans sa fourrure et se défendent en mordant.
Peut-être trouvera-t-il ailleurs des proies plus commodes. Avec l'été, le temps devient plus clément et le soleil réchauffe toute l'île. Dans le terrier de la Diable de Tasmanie, les choses ont bien changé. Ces rejetons sont maintenant assez grands pour se débrouiller seuls. Il y a déjà un moment qu'ils ont quitté la poche protectrice de leur mère. L'heure est venue pour eux de prendre leur indépendance. Cette jeune femelle va devoir apprendre à se nourrir seule. Mais les jeunes diables de Tasmanie sont encore loin d'avoir leur taille adulte, et bien des dangers les guettent. Prendre un peu de hauteur offre une relative sécurité. Les adultes sont trop lourds pour grimper dans les arbres. Être petit a donc au moins cet avantage. La jeune femelle va d'abord tenter de calmer sa faim avec tout ce qu'elle peut trouver là-haut. Mais elle ne pourra pas se contenter indéfiniment de larves d'insectes et d'œufs. Si elle veut survivre, il lui faut une nourriture plus consistante. Pour cela, elle va devoir se mesurer à d'autres diables de Tasmanie, des adultes bien plus forts et plus aguerris. Impossible pour elle de résister à l'odeur de cette carcasse et au bruit des os qu'on croque. Il va falloir user de ruse et de manière forte. Pour un diable de Tasmanie, atteindre l'âge adulte est loin d'être assuré. Moins de la moitié d'entre eux survit. Si elle veut manger, elle va devoir s'imposer. Comment va réagir son congénère ? Disputer son repas à un adulte inconnu demande un sacré courage. Elle décide de tenter sa chance. La faim la rend audacieuse, et ses cris intimidants semblent faire effet. Mais malgré toute sa détermination, l'autre diable ne compte pas lui céder son casse-croûte aussi facilement.
Il pourrait la tuer d'un simple coup de dent. Heureusement pour elle, les diables de Tasmanie respectent des règles précises de dominance. Ce sont des animaux solitaires et belliqueux, mais qui savent partager. S'ils sont plusieurs à se disputer une carcasse, ils défendront uniquement la quantité de viande dont ils ont besoin. Et le dominant ne sera pas forcément le plus grand ou le plus fort, mais plutôt celui qui se montrera le plus opiniâtre et le plus bruyant. Ces hurlements nocturnes ont beau glacer le sang, le diable de Tasmanie a aussi le sens du partage. En été, la chaleur s'installe sur la Tasmanie. Mais tandis qu'il pleut encore régulièrement à l'ouest, l'est de l'île devient de plus en plus sec. Dans ces régions, les plus sèches de Tasmanie, les précipitations sont en moyenne 80% moins importantes qu'ailleurs dans l'île. Ici, le paysage rappelle l'intérieur des terres australiennes. Pour les marsupiaux herbivores, les prairies qui verdissent en été sont un vaste garde-manger. Mais alors que tout fait penser à l'Australie, un détail fait exception. Un coup d'œil aux wallabies locaux le confirme. Nous sommes forcément en Tasmanie. Des wallabies blancs. Une centaine de wallabies albinos vivent au sein de cette colonie. Leur couleur les rend si voyants que partout ailleurs, ils seraient aussitôt chassés et tués. Mais pas en Tasmanie, où aucun prédateur terrestre n'est assez grand pour tuer un wallaby. Ces spécimens albinos peuvent donc atteindre sans encombre l'âge adulte et se reproduire. Par conséquent, ils sont toujours plus nombreux. Sur l'est de la Tasmanie, le soleil estival est écrasant, même sous le couvert des arbres. L'un des rares prédateurs de l'île fuit la chaleur et chasse uniquement la nuit. Le chat marsupial moucheté est un parent du diable de Tasmanie. Il est rare de l'apercevoir, mais les nuits d'été, lorsque les jeunes quittent le terrier, il s'aventure à la lisière des prairies. Habituellement solitaires, les chats marsupiaux se croisent ici pour chasser au milieu des hautes herbes, attirés par les nombreux papillons de nuit et les larves d'insectes. Ces animaux territoriaux se livrent à de véritables courses-poursuites.
Il y a assez de nourriture pour tous, mais l'instinct est le plus fort. Comme le diable de Tasmanie, le chat marsupial peuplait autrefois le continent australien. L'est de l'île constitue leur dernier refuge, même s'il a été récemment réintroduit en Australie. L'été tasmanien leur apporte à profusion les gros insectes dont ils sont friands. Quand les jours raccourcissent, la forêt est le théâtre d'un étonnant spectacle. Des hurlements familiers envahissent l'air automnal. Peu de tendresse, mais beaucoup d'ardeur. C'est la parade nuptiale des diables de Tasmanie. La femelle retourne dans son terrier, un mâle fermement accroché à son dos. Pendant la saison des amours, les femelles sont fertiles à 3 reprises et à intervalles rapprochés. Pour mettre toutes les chances de leur côté, elles cherchent à s'accoupler avec plusieurs mâles. Les mâles, eux, augmentent leurs chances d'avoir une descendance en restant le plus longtemps possible aux côtés de la femelle. Il la bouscule et la mord, signe qu'il est impatient de s'accoupler. Durant cette période, la peau de la nuque des femelles s'épaissit pour se protéger de la morsure des mâles. Un corps à corps agressif et bruyant, l'amour entre diables de Tasmanie colle parfaitement à leur réputation. Tous deux resteront plusieurs jours dans le terrier et s'accoupleront à de multiples reprises. Après ces étreintes passionnées, place à un court moment de calme et de tendresse. En dépit de leur caractère peu commode, ce sont des animaux timides et fragiles, qui n'ont survécu que sur cette île, à l'écart du monde et des hommes. Les amours des diables de Tasmanie se finissent en même temps que l'automne. Peu avant que l'hiver ne s'installe pour de bon, les montagnes de Tasmanie réservent une dernière surprise. Les Notophagus, une variété d'arbres proches du hêtre, sont une autre singularité tasmanienne. Leur feuillage prend des couleurs automnales, un phénomène banal chez nous, mais unique en Australie. Ce sont les seuls arbres du continent qui perdent leurs feuilles en hiver.
Cette espèce ne pousse qu'en Océanie et de l'autre côté du Pacifique, à l'extrême pointe de l'Amérique du Sud. Bientôt, les chaudes couleurs de l'automne s'affadissent et le froid se répand sur toute l'île. Juin marque l'arrivée de l'hiver. Une nouvelle étape commence pour la jeune diable de Tasmanie. Pour la première fois, elle a des petits dans sa poche, bien au chaud et en sécurité, tandis qu'au dehors, le froid et la neige menacent. Il y a 12 000 ans, la Tasmanie a été séparée du continent australien. C'est une île encore jeune, pleine de vie et de curiosité. La nature y a établi ses propres lois, un peu différentes du reste de l'Australie. Au fil des siècles, une biodiversité exceptionnelle y a trouvé refuge et s'y est épanouie. À l'autre bout du monde, la Tasmanie est une île sans pareille.